L'édition de la mi-journée sur RTI 1. Bonjour à toutes et à tous. Voici pour commencer les trois titres. Accra, la capitale du Ghana, accueille du 23 au 27 mai prochain les assemblées annuelles 2022 de la Banque africaine de développement. Le vice-président ivoirien a participé hier à un panel. Tiemoko Méliette Koné a souligné les bonnes relations entre son pays, la Côte d'Ivoire et la BAD. Dans ce journal également, le Forum économique mondial 2022 de Davos en Suisse. La Côte d'Ivoire est représentée par son Premier ministre. Patrick Hachi a rencontré les amis de la zone de libre-échange continentale et participé à un panel sur le rôle mondial croissant de l'Afrique. Enfin, les États-Unis sous le choc après une fusillade hier dans une école au Texas. Bilan 21 morts. Le vice-président ivoirien a donc évoqué hier à Accra au Ghana l'excellente coopération entre son pays, la Côte d'Ivoire, et la Banque africaine de développement. Tiemoko Méliette Koné participe aux assemblées annuelles 2022 de la BAD. Les travaux se déroulent jusqu'au 27 mai prochain autour du thème « Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ». Les explications de Viviane Haïma. Parti mardi matin d'Abidjan pour Accra au Ghana, le vice-président de la République, Koné Tiemoko Méliette, a pris part aux assises des assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui, cette année, du fait de la baisse de la pandémie de la Covid-19, reprend à nouveau ses sessions en présentiel. Le vice-président de la République, Koné Tiemoko Méliette, représentait le président de la République Alassane Ouattara à la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la BAD ce mardi matin dans la capitale ghanéenne. Il était accompagné de la ministre du Plan et du Développement, par ailleurs gouverneur de la Côte d'Ivoire auprès de la Banque africaine de développement, Niale Kaba. La cérémonie d'ouverture était présidée par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Thème de ces assemblées annuelles 2022, parvenir à la résilience climatique et promouvoir la transition énergétique en Afrique. Ces assemblées annuelles sont couplées avec la célébration du 50e anniversaire du FAD, le Fonds africain de développement, qui est une institution de la BAD. La cérémonie d'ouverture a été suivie d'un panel qui a réuni les chefs d'État et de gouvernement présents et au cours duquel le vice-président Koné Tiemoko Méliette est intervenu au nom du président de la République, Alassane Ouattara. Participaient à ce panel les présidents de la République du Ghana, du Mozambique, de la Tanzanie, le Premier ministre du Rwanda, le président de la République des Comores qui est intervenu par visioconférence. Le vice-président Koné Tiemoko Méliette a transmis les salutations du président de la République Alassane Ouattara à ses pairs chefs d'État. Il a félicité au nom du président de la République l'excellence des relations entre la BAD et la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a toujours été une terre hospitalière et elle est heureuse d'avoir accueilli la BAD. Je le dis parce que cette ouverture est enrichissante pour notre pays. Et c'est quelque chose auquel le président Ouattara tient particulièrement, parce qu'il n'y a de richesse que d'hommes, comme on le dit. Et si en plus, il se trouve que cette institution, dans son rôle et avec les besoins que la Côte d'Ivoire a pu exprimer, c'est quand même entre 2012 et 2019 près de 1700 milliards d'unités de compte que la BAD a prêté à la Côte d'Ivoire et cela a permis de renforcer de façon importante l'infrastructure dans ce pays. Je ne donnerai pas de chiffres, mais seulement des images. Si vous passez aujourd'hui en Côte d'Ivoire et que vous circulez la nuit, vous verrez que pratiquement tous les villages et tous les hameaux sont éclairés. Même parfois quand il n'y a pas un monde extraordinaire. Et ça, c'est important. Si vous passez et que vous voyez le système d'adduction d'eau, l'eau courante coule un peu partout. Je crois que c'est des investissements sociaux très importants que le pays a pu faire avec l'aide de la BAD. Je terminerai
par le programme social du président qu'il a soutenu et qui aujourd'hui fait la fierté de beaucoup d'Ivoiriens. Après avoir pris part à l'ouverture de ces assemblées annuelles, le vice-président de la République a regagné Abidjan en fin d'après-midi. Pendant ce temps, le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire est aussi très actif à Davos en Suisse. Patrick Hachi participe au Forum économique mondial, édition 2022. Le chef du gouvernement ivoirien a échangé avec plusieurs personnalités, dont les amis de la zone de libre-échange continentale. Patrick Hachi a également participé à un panel sur le rôle mondial croissant de l'Afrique. Le point, Alexis Ouedraogo. Pour cette deuxième journée du Forum économique mondial de Davos, le chef du gouvernement multiplie contacts et échanges, comme ici avec Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale d'Europe, ou encore là avec les présidents de la CAF et de la FIFA. 7h30, Patrick Hachi est l'invité du Forum des amis de la zone de libre-échange continentale. La plateforme veut explorer le partenariat public-privé susceptible de soutenir l'interconnexion inter-États de cette zone, qui reste à ce jour la plus grande de libre-échange dans le monde. Il faut donc vraiment maintenant concrétiser cet accord. Il reste des choses à faire, en particulier sur les barrières douanières ou tarifaires. On pourrait avancer plus vite. Je crois que c'est vraiment cela l'essentiel. Une vision qui épouse les États-Unis d'Amérique, résolue désormais à investir beaucoup plus sur le continent. Je peux vous le dire, désormais, nous portons nos regards sur l'Afrique. Nous vous accordons toute notre attention et nous sommes bien conscients qu'il nous faut porter davantage l'attention sur l'Afrique. C'est la seule façon d'avancer dans le cadre de la ZLECAf. Et ça fait des États-Unis un moteur de cette croissance. Pour Patrick Hachi, la zone de libre-échange continentale africaine représente une opportunité majeure pour les pays de stimuler la croissance, mais surtout de créer plus d'emplois pour la jeunesse. Donc on est face à de grands défis qu'il va falloir relever, notamment la création de l'emploi. Si on ne crée pas d'emploi pour tous ces jeunes qui vont débarquer sur le marché du travail ces prochaines décennies, cet actif, ce gisement de croissance que représente la jeunesse se transformera en véritable menace. Car tout commence avec les jeunes. Des jeunes qui sont désespérés car ils n'ont pas d'avenir. Donc soit ils tombent dans le giron du terrorisme, ou alors ils se jettent dans l'océan pour essayer de trouver une réalisation à leurs rêves en Europe, quelque part en Europe. Et donc, ce gisement que représente la jeunesse, c'est notre principal atout. Mais pour cela, il faut transformer l'infrastructure. Merci de votre écoute. Au sortir de ce petit déjeuner, des audiences et un panel portant sur le rôle mondial croissant de l'Afrique qui se veut aujourd'hui territoire de tous les possibles. Retour en Côte d'Ivoire avec les journées portes ouvertes de la garde républicaine. Cette toute première édition a été lancée le 23 mai dernier à la caserne du groupement tactique dans la commune de Trècheville. Les journées portes ouvertes de la garde républicaine veulent ainsi rendre hommage aux pionniers de cette unité et surtout renforcer le lien armée-nation. Les explications dans ce reportage de Abou Sanogo. La garde républicaine de Côte d'Ivoire s'ouvre au grand public. De la milice nationale à la garde républicaine d'aujourd'hui, en passant par la garde présidentielle et milice. Cette unité, la seule force autorisée dans les palais nationaux, a initié une journée porte ouverte qui vise à renforcer l'esprit de corps par le retour aux valeurs et traditions militaires sur fond d'hommage aux anciens et pionniers, en permettant à la jeune génération d'en connaître son histoire autour du thème « La garde républicaine de Côte d'Ivoire, de 1960 à nos jours ». Serviteurs dévoués de la patrie, imbus de la haute et délicate mission qu'ils ont accomplie, nous assumons sur leurs traces cette responsabilité avec fierté, car nous sommes les gardiens du temple et notre créneau, facta non verba.
Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, représentant le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birema Ouattara, a distingué ces pionniers et anciens de la garde républicaine. 13 officiers et 21 sous-officiers qui ont écrit en lettres d'or l'histoire de cette unité. Vagondo Diomandé a traduit sa reconnaissance aux anciens, puis a invité la jeune génération à s'inspirer d'eux. Chers frères d'armes, les forces armées de Côte d'Ivoire doivent demeurer une institution républicaine au service de la nation, sans répéter les coups de doigt du passé, pour permettre de préserver les acquis de notre développement. Ayez confiance dans vos chefs qui travaillent avec acharnement et sérieux pour le bien de tous. Et surtout, inspirez-vous de vos pionniers que vous célébrez aujourd'hui avec fierté. Ils sont vos modèles aujourd'hui. Alors, soyez à votre tour des modèles de soldats de demain. Recherchez quotidiennement l'excellence et vous deviendrez ce modèle institutionnel pour vos concitoyens. Une exposition photo qui retrace l'histoire de la garde républicaine de 1960 à nos jours et la découverte d'une stèle par le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense. Autre temps fort de la cérémonie, l'interprétation de la mythique chanson de la garde républicaine par le groupe Abichi Akoble de Demboko. Ces journées portes ouvertes se tiendront sur 3 jours. Elles seront meublées par des panels, des activités socio-récréatives et sportives. Rappelons qu'il est important de se faire vacciner contre le coronavirus et respectons aussi quotidiennement les gestes barrières. En Côte d'Ivoire, 18 nouveaux cas de coronavirus malheureusement enregistrés hier par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte désormais 82 088 cas confirmés de coronavirus, 81 247 personnes guéries, 799 décès et 42 cas actifs. La Côte d'Ivoire est également touchée par le paludisme. Il faut donc toujours rester vigilant. C'est la raison pour laquelle à Toumoudi, dans la région centre du pays, l'Union nationale des femmes handicapées a organisé récemment une séance de sensibilisation dans les établissements scolaires. Cette action a reçu l'appui de la ministre gouverneure du district autonome des Lacs, Raymond Goudou Kofi. Le point dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. Atteinte du paludisme, cette fillette est référée à la guérisseuse par ignorance de ses parents. Il fallut l'intervention d'amis à sa famille pour que la malade soit conduite à l'hôpital pour y recouvrer la santé. Ce sketch des tout-petits des écoles maternelles de Toumoudi, à l'initiative de l'UNAFESI, l'Union nationale des femmes handicapées de Côte d'Ivoire, pour sensibiliser les enfants de moins de 5 ans et leurs parents sur le paludisme. Le paludisme est la première cause de mortalité et les victimes les plus touchées, ce sont les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans. Donc nous pensons que la maternelle est le lieu le plus indiqué pour pouvoir sensibiliser. Sur 100 décès dus au paludisme, 96 concernent les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans en Afrique subsaharienne. Face à ces chiffres, l'UNAFESI et la ministre gouverneure du district autonome des Lacs recommandent le changement de comportement. Pour éviter le paludisme, Madame la ministre voudrait recommander d'abord la propreté. Il faut éviter les eaux usées. Il faut pulvériser autant que faire se peut. Il faut aussi utiliser les moustiquaires imprégnés. Dès les premiers signes du paludisme, il faut se rendre à l'hôpital. En ne confiant pas notre santé aux spécialistes de la santé, nous aggravons notre situation et souvent quand nous arrivons à l'hôpital, il est trop tard. Le combat contre le paludisme, l'UNAFESI y est engagé à travers le projet Voix essentielle de l'ONG internationale MECAP Africa. La structure de défense des droits des femmes handicapées a déjà contribué aux campagnes de sensibilisation sur la santé de la reproduction, la lutte contre le cancer du col de l'utérus et l'hépatite B du ministère de la Santé.
Autre actualité, les chrétiens du monde entier vont célébrer demain, jeudi 26 mai 2022, l'Ascension ou l'élévation de Jésus-Christ au ciel. Alors en Côte d'Ivoire, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations que le jour de l'Ascension, donc le jeudi 26 mai 2022, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué signé par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara. Intéressons-nous maintenant au projet Soja, programme initié par le gouvernement ivoirien de 1979 à 2002. Deux zones ciblées, Touba dans la région ouest et Odiéné dans le nord-ouest du pays. Le projet Soja, qui avait malheureusement été interrompu en 2002 en raison de la crise militaro-politique, a été relancé en octobre 2019 par le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Alors comment le projet Soja avance-t-il actuellement? Les explications de Jean-Luc Gbangbo. Ces images de moissonneuses-batteuses en pleine activité ont été tournées au dernier trimestre 2021 à Touba, dans la région du Bafing, juste après la phase pilote de redémarrage de la production du soja. Ces paysans en pleine récolte font partie des rares à avoir continué de cultiver le soja après l'arrêt du projet de culture de cet oléagineux dans la région. Nous, on était un peu bien partis parce qu'on n'avait pas de problème de production. Comme nous étions des paysans qui produisaient. L'arrêt de ce projet, ça nous a coûté énormément, beaucoup de difficultés. Et c'est ça même que nous voyons aujourd'hui. Si c'est dans ce mois-là qu'on récolte le soja, c'est la même difficulté là qui a amené ça. Le projet Soja a été exécuté entre 1979 et 2002 à Touba et Odiéné. Il a contribué à accroître les revenus des producteurs et permis de réaliser plusieurs infrastructures de développement. Son arrêt en 2002 a longtemps été vécu comme une tragédie dans ces deux départements. Vraiment, Touba, tout marchait. Les commerces, les maisons, le transport, etc., les maquis, tout marchait parce que vraiment, ça a eu un impact. Donc, à l'avènement de la crise, le projet s'est arrêté. Mais à chaque fois, de la crise jusqu'en 2011, tous ceux qui venaient, la population demandait toujours le retour du projet Soja. Interrompu en 2002 du fait de la crise militaro-politique, une autre phase pilote de ce projet a été officiellement lancée à Touba en 2019. De quoi réveiller l'espoir de ces populations. Aujourd'hui, vraiment, c'est un grand espoir pour la population parce que Touba, il n'y a rien. C'est certes l'agriculture, mais c'est les petits producteurs, il n'y a aucune autre activité. Donc le projet Soja a été toujours leur espoir. Donc la population attend beaucoup du projet Soja. La phase pilote de redémarrage de la production du soja est rentrée dans sa phase active en juin 2021 avec le labour et le semis de parcelles pour la campagne 2021. Nous assistons là à une opération de fin de herçage. La machine en bleu, elle fait le herçage, c'est-à-dire elle émiette les bottes de terre qui restent encore pour que le lit de semis soit bien fait. Et ensuite, les deux autres tracteurs font le semis. Pour une prévision de 450 hectares, ce sont 536 hectares qui ont été finalement cultivés pour cette phase pilote, soit environ 850 tonnes de soja après toutes les récoltes. Je pense que c'est une nouvelle chance pour la jeunesse pour quitter le chômage et puis avoir vraiment du travail. Parce que la production du soja, quand même, ça fait gagner vraiment l'acteur. Le projet Soja prévoit, dans sa nouvelle version, la réhabilitation de toutes les fermes sémencières, la construction d'infrastructures de conservation et de contrôle de la qualité des semences, ainsi que des pistes menant aux parcelles. Franchement, c'est un projet de développement pour la région. Il faut qu'on saisisse l'opportunité qui nous est donnée par l'État. Le projet permettra de créer une économie agricole intégrée, génératrice de revenus, équitablement partagée entre les différents acteurs de la chaîne de valeur. Nous voulons installer une unité de transformation de soja ici à Touba pour
capter toutes les propositions qui vont sortir et de démarrer avec une première transformation et ensuite procéder à une deuxième, voire une troisième transformation pour aboutir à des produits finis. L'objectif visé est de réduire l'exode rural et d'améliorer la qualité de vie des populations. Fofana Brahima est producteur de soja, mais également petit transformateur. On transforme, on fait le lait de soja, on fait du yaourt à base de soja, on fait le pain à base de soja, la farine de soja et des gâteaux de soja que nous vendons dans la ville. Souvent le lait, le yaourt, on place dans les supermarchés. Fofana Brahima a été l'un des bénéficiaires de l'ancien projet soja. Il a connu la disette après son interruption. Il mesure aujourd'hui la portée de cette relance. C'était notre grosse attente depuis l'avènement des crises que les activités avaient été arrêtées. Donc on s'y attendait et là ça nous va tout droit au cœur. Parce qu'au moment où on arrêtait la première phase de ce projet, le soja n'avait pas encore pris telle ampleur. Aujourd'hui on voit que le soja c'est devenu une denrée très recommandée, très demandée. Et donc, pour nous, c'est quand même une bonne sortie pour le développement. Pour la campagne 2022, ce sont environ 2000 hectares de soja qui devront être exploités avec au moins 400 producteurs. À cela s'ajoute la construction à partir de fin 2022 d'une unité de transformation du soja, ce qui permettra de créer au moins 15 000 emplois directs, notamment pour les jeunes et les femmes. Un concours panafricain pour encourager et récompenser les projets féminins dans le domaine du développement durable et de la préservation de l'environnement. 30 candidatures ont donc été enregistrées récemment à Yamoussoukro, dans la région centre du pays, pour l'édition 2022 du African Green Lady Day. Les précisions de Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Elles sont au total 30 candidates à postuler à Africa Green Lady Day. En ce qui concerne l'édition 2022, la troisième du genre. Des candidatures retenues grâce à des projets sur la préservation de l'environnement, une contribution au développement durable. On a compris qu'il y a des femmes qui ont des projets qui sont cachés dans les terroirs, qui sont cachés quelque part, mais elles n'ont personne à qui présenter ce projet. Et nous, on a dit, on va créer un concept qu'on appelle Africa Green Lady Day qui regroupe toutes les femmes, quel que soit l'âge, l'ethnie, qui a un projet porteur de vie intitulé Développement durable. Des candidatures saluées par la marraine de Africa Green Lady Day 2022. Si ces projets sont au grand jour et que ces projets sont retenus, ces projets pourront vraiment permettre à l'État de Côte d'Ivoire, à la nation ivoirienne, de pouvoir vraiment préserver l'environnement et permettre au développement durable que nous souhaitons tant et que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, souhaite pour son beau pays, pour les femmes et pour tous les Ivoiriens. La grande finale de Africa Green Lady Day 2022 est prévue pour le 30 juillet à Yamoussoukro. Dans l'actualité nationale également, cette rencontre il y a quelques jours entre le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Dirasouba, avec les marchands de ferraille. C'était à la casse moderne de Oundotré, dans la commune d'Abobo. Au menu, les conditions de travail des ferrailleurs. Espérance Diakale et Jean-Luc Mangbo. Le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, Souleymane Dirasouba, s'est rendu à la casse moderne d'Abobo Ndotré. Objectif, s'imprégner de l'état d'avancement des travaux du site. Le ministre a visité le site de 2000 m², réservé pour la construction d'un hangar, et celui de 10 hectares, abritant les box destinés à la vente de pièces détachées automobiles. À la suite de sa visite, des échanges entre le ministre et les artisans du fer ont porté sur le recasement des ferrailleurs, leur sécurité et l'insuffisance de magasins. L'État est aux côtés des artisans et que nous allons travailler en fait par rapport aux défis qui sont les leurs par rapport à leur secteur. Les défis du monde de l'artisanat, c'est d'avoir des sites aménagés pour qu'ils puissent faire tranquillement leur travail. Donc nous allons travailler à cela. Il y a des programmes qui existent déjà
Il y avait des engagements qui avaient été pris, nous allons accélérer cela. L'idée, c'est que les artisans sont volontaires et sont prêts même à contribuer. Maintenant, c'est à nous de trouver la meilleure organisation possible, la meilleure structuration possible pour que ces investissements puissent se faire et que cet endroit également soit géré sous le couvert d'un conseil de gestion avec les artisans. L'État ivoirien entend s'appuyer sur le secteur de l'artisanat, qui est un bassin d'emploi, afin de résoudre la question du chômage des jeunes. Un tout autre sujet à présent avec la 8e cérémonie de remise de diplômes organisée par l'Université internationale de Grand Bassam. 154 étudiants, dont 76 jeunes filles de diverses filières, notamment l'administration des affaires, les sciences technologiques et les sciences politiques ont été célébrées. C'était au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Les temps forts de cette rencontre avec Khalil Diomandé et Didier Nguessan. Cette symbolique marque le couronnement de 4 années d'études et de travail. Ces étudiants au nombre de 154 viennent d'obtenir leur diplôme de bachelor en administration des affaires, en sciences informatiques et mathématiques, en sciences politiques et ingénierie mécanique. Après 48 mois de formation théorique et pratique passée à l'Université internationale de Grand Bassam, ils sont désormais outillés et prêts à apporter leur contribution au développement de leur pays. Mes efforts ont payé. Avec l'éducation que nous recevons, nous avons les ressources nécessaires pour proposer des solutions ou des initiatives afin de résoudre les problèmes qui nous seront présentés. Comptez sur nous, on produit un travail agréé, bien fait. Il ne suffit pas seulement de travailler, mais il faut persévérer dans ce qu'on fait. J'ai donné des conseils dans le savoir-faire, également dans le savoir-vivre. Ça aide à s'insérer. Concernant l'insertion socio-professionnelle de ces nouveaux diplômés, le président de l'Université de Grand Bassam se veut rassurant. Notre objectif final, c'est de permettre à ces jeunes gens d'avoir un emploi. Et de ce point de vue, nous avons pris des contacts avec plusieurs entreprises. D'abord, dans notre conseil d'administration, nous avons des hommes d'affaires prêts à nous aider à caser nos étudiants après leur formation. 3 étudiants ayant réalisé les meilleurs résultats dans leurs filières respectives sont récompensés. Chacun des lauréats bénéficie d'une bourse d'études, d'une tablette et d'une collection de livres pour une valeur totale de 12 millions de francs CFA. Créée en 2007, l'Université internationale de Grand Bassam compte aujourd'hui 812 étudiants provenant des différents pays de la CEDEAO. En image, ce drame au Burkina Faso où après 39 jours de recherche intensive, les secouristes ont retrouvé les corps sans vie de 4 des 8 mineurs coincés à des centaines de mètres sous terre dans une mine de zinc. Annonce faite aujourd'hui par les autorités burkinabées. Un élan de solidarité s'est mis en place pour venir en aide aux familles et proches des victimes. Un drame également dans la région sud des États-Unis. Un adolescent de 18 ans a ouvert le feu hier dans une école primaire au Texas. Le bilan fait état de 21 morts, dont 19 enfants et 2 adultes. Une enquête est ouverte pour connaître les motivations de l'assaillant. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellent préparatif de l'Ascension 2022 à tous les fidèles chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier.